Bon, je vous propose qu'on reprenne cette séquence sur les transferts doubles et mise à distance avec donc Anne Favier, qui est maître de conférence ici à la Faculté des Arts de l'Université Jean Monnet. Ses recherches portent sur les identités multiples, la résistance de la figure, les procédures et postures de retrait dans l'art contemporain. Merci Anne-Olivia. Merci bien sûr chaleureusement aux organisateurs pour ce colloque qui jusqu'à présent est vraiment passionnant. Merci également au public d'être venu et resté pour certains malgré la chaleur. Donc, j'ai intitulé cette présentation « Informer les visages, les portraits étrangers de Heather Dewey-Agborg » et je vais commencer ainsi. Et si chacune de nos empreintes et chacun de nos passages laissait derrière lui et derrière nous l'image de notre visage. Il s'agirait alors de l'autre visage, non pas celui d'un autre, mais le nôtre, pourtant étranger à celui que nous exposons à la vue des autres ou de soi-même lors du vis-à-vis ou encore du face-à-face. Étranger ainsi au vultus qui, selon l'étymologie romaine du terme visage, signifie « ce qui se voit ». Dès lors, la question est celle de la représentation du visage quand il s'absente. Des visages donc qui ne s'offrent pas au regard. Des visages inconnus et tout autant d'inconnus qu'il ne s'agirait pas de reconnaître, mais bien plutôt de connaître loin d'eux-mêmes. Mais alors, quels sont les visages potentiellement tramés dans les innombrables traces que nous déposons de manière anonyme dans les innombrables passages et espaces partagés ? C'est le problème soulevé par l'artiste-chercheuse américaine Heather Dewey-Agborg à travers son travail artistique et plus précisément avec une série de portraits réalisés en 2012 nommés Stranger Visions. Vous avez peut-être rencontré ces Stranger Visions, à la fois visions d'étrangers et étranges visages imprimés en 3D au Centre Pompidou au printemps dernier dans l'exposition Imprimer le monde. Je cite Heather, « I thought, how much can I know of someone by what he or she leaves behind ?» Dans la salle d'exposition, tels des boucliers faciaux en volume, des faces découpées au niveau du front head en anglais, étaient accrochés au mur, en hauteur, à mi-chemin entre une galerie de portraits robots en 3D et des trophées en surplomb qui morguaient le spectateur de leur hauteur incompatible avec tout vis-à-vis. Interrogée à ce sujet, l'artiste me révélait cet été qu'elle n'avait pas été concertée pour cet accrochage et qu'elle aurait privilégié un accrochage à hauteur de regard. Malgré le caractère artificiel de ces réalités improbables, ces artefacts n'en sont pas moins chargés d'une certaine présence. Imprimées en 3D, ces étranges faces ne sont pas vraiment symétriques, mais elles se rapprochent néanmoins du masque de par leur structure d'enveloppe évidée, leur frontalité, leur hiératisme, la qualité de leur surface, comme nous pouvons le voir, à la fois lisses et pixelisées par endroits, et leurs larges yeux fixement grands ouverts. Ces portraits façades, comme des masques vides, ne sont pas comme les ancestraux masques mortuaires, par exemple, des empreintes directes de visage imprimées sur leur modèle par les techniques classiques de moulage, mais ce sont des faces qui sont produites à distance de tout modèle et en l'absence même de tout modèle. Ce sont, en effet, des représentations de faces humaines imprimées à échelle 1 par les techniques de l'impression 3D à distance, à partir de procédures d'analyse biologique et plus précisément à partir de relevés d'empreintes ADN laissées par des inconnus dans l'espace public. L'analyse des données génétiques aurait ainsi permis la révélation d'un certain nombre de traits physiques. Cette technique, extrêmement récente, est aujourd'hui nommée phénotyping. Elle est surtout utilisée aux États-Unis et elle commence à l'être en Europe. Alors, je n'ai pas vraiment de traduction pour phénotyping qui n'existe pas véritablement en français. Et tous les articles scientifiques que j'ai pu lire à cet égard sont systématiquement écrits en anglais. Alors, comment l'artiste a-t-elle procédé ? C'était en 2011-2012. Après avoir prélevé, avec les précautions d'un enquêteur, résidus de chewing-gum crachés ou encore mégots de cigarettes jetés par d'illustres inconnus dans des lieux publics de New York, Heather Dewey-Agborg a procédé au séquençage de l'ADN, recourant ensuite à la société de biotechnologie 33andMe, qui propose aujourd'hui à tout à chacun une analyse génétique
du génotype et du phénotype, alors excepté un Français vivant sur le sol français, puisque cela est encore interdit aujourd'hui en France. Et c'est moins le génotype que le phénotype, c'est-à-dire dans le domaine de la génétique, l'ensemble des traits observables d'un individu qui a intéressé l'artiste. En recoupant les résultats des analyses du phénotype, elle a mis en évidence des caractéristiques physiques présupposées des inconnus dont elle a récupéré le matériau génétique. La couleur des yeux, l'espace entre les yeux, le sexe, la tendance au surpoids, les éventuelles taches de rousseur et l'origine biogéographique. Pour traduire ces données en iconographie, elle a créé un logiciel pour convertir les résultats de l'analyse génétique afin de dialoguer avec un autre logiciel de reconnaissance faciale, un logiciel libre en fait, le Basel Face Model, qui permet de produire une simulation en 3D d'un visage paramétré. Cette représentation virtuelle est ensuite matérialisée à échelle humaine par les moyens de l'imprimante 3D. Bon, c'était un clin d'œil ici à Isaac Goldberg qui est parti. Les données sans visage de modèles inconnus qui proviennent de l'analyse génétique sont donc modélisées avec un logiciel qui, lui, par contre, a été instruit par des visages de modèles en chair et en os qui ont été scannés pour l'élaboration de la base de données. Il y a donc des fragments d'autres modèles humains qui sous-tendent ces visages génétiques et génériques. Ce qui explique aussi la subtile dissymétrie des portraits imprimés, car le visage humain échappe à la symétrie du masque. Chaque face imprimée en 3D résulte d'une synthétisation de visage orientée par le transfert des données génétiques. Mais ces profils phénotypiques sont en réalité très approximatifs. D'une part, les résultats de l'analyse ADN du phénotype relèvent de probabilités plus ou moins précises. Notons aussi que le Morpheball modèle utilisé a été configuré à partir du scannage de seulement 200 personnes d'environ 25 ans, de type européen pour la plupart. Et d'autre part, pour chaque information et donc caractéristique physique, il existe une palette de déclinaisons du Morpheball modèle du logiciel de reconnaissance faciale. Au regard donc de cette variabilité, le portrait robot de l'inconnu peut donc s'incarner sous de multiples identités. Et les choix de l'artiste sont dès lors subjectifs pour produire, ou bien plutôt créer et arrêter une vision ou configuration de cet étranger analysé, synthétisé, puis incarné par la magie de l'impression 3D. Impossible, de surcroît, de comparer le modèle inconnu avec son autre imprimé et d'apprécier la fiabilité du protocole, sauf peut-être lorsque l'artiste réalise son autoportrait par analyse de son ADN. Mais la précision n'est pas l'enjeu de cette recherche artistique, car à travers cet ensemble de portraits en 3D, Iser relève au contraire l'approximation d'une telle entreprise de traduction de données génétiques en un portrait robot iconique. Et l'artiste ne tend pas du tout à améliorer les résultats de sa recherche, mais bien plutôt de rendre en compte, en 2012, sur le mode de la dystopie, des limites de cette démarche aux résultats aussi imprécis qu'orientés. Elle encourage ainsi un questionnement critique sur la surveillance génétique. D'ailleurs, le généticien français Bertrand Jordan écrira à peu près à la même époque, en 2011, dans un article intitulé « Nous avons les moyens de faire parler votre ADN », je cite, « L'idée d'un portrait robot déduit de la seule analyse de l'ADN reste donc du domaine de la science-fiction. » Notons qu'au-delà de l'exploitation de protocoles scientifiques, l'artiste cherche aussi à produire des faces douées de présence, reconvoquant ainsi toute l'histoire du portrait. En ce sens, Iser de Wagborg me précisait de ne pas considérer ces faces imprimées comme des masques vides et n'hésite pas à parler d'une résonance particulière entre le regardeur et ses représentations qu'elle envisage dans des face-à-face avec un autre qui pourrait bien aussi être soi-même. Le travail particulier opéré sur les yeux qui peuvent être repeints numériquement ou à la main, dans une quête de cette ineffable humidité de l'œil recherchée par tout peintre de portrait, est en ce sens éclairant. Conjointement, pourtant, au-delà de ces adorables leurres, l'artiste laisse étrangement transparaître par endroits la nature de ces artefacts en faisant apparaître, au-delà de la surface lissée des peaux imprimées, les voxels, c'est-à-dire une texture de pixels volumétriques. Le mode opératoire ainsi dévoilé, Stranger Visions, ouvre un ensemble de questionnements esthétiques. Avec ces portraits nouvelle génération, les traits ne sont plus portés en avant, en accord avec l'étymologie latine du portrait, protraere,
mais bien plutôt tirée de l'exploitation de ce qui reste en l'absence de tout porteur. La relique est littéralement ce qui reste. Aussi, les Stranger Visions de Heather de Waghorn font sourdre à plusieurs niveaux le prototypique masque mortuaire, portrait de substitution, déchargé d'expression, produit par la fixation des traits du modèle en partance, au plus proche de son identité imprimée par moulage. Mais au visage guide, qui serait selon Max Picard l'indice du véritable visage délivré par le masque mortuaire, se substituent avec ses portraits numérisés des visages preuves virtuels ou de nouveaux visages guides informés à distance et informatisés. Et les faces, imprimées en 3D, indemnes de toute expression et de marque du vivant, sont des visages à la fois dénués de vie, mais également des masques dénués de mort. Affranchies de traces de vie comme de mort, elles se présentent hors du temps, exemptes de rapport avec un modèle vivant. En ce sens, Hans Belting, que l'on a déjà mentionné, écrit dans son dernier livre traduit en français, Face, une histoire du visage, je cite, « Aujourd'hui, on produit des visages qui ne correspondent plus au monde des corps et que l'opposition entre la mort et la vie ne suffit pas à décrire. Il substitue à la mémoire de la présence un flux temporel sans passé ni futur. On pourrait dire que l'on produit des visages qui n'appartiennent à personne en propre et n'existent qu'en tant qu'image. » L'analyse ADN ne considère d'ailleurs pas l'épigénétique, c'est-à-dire la modulation du patrimoine génétique en fonction du contexte. Avec l'ensemble des Stranger Visions, la fixation de l'identité dans les traits physiques présupposés est une mise à mort du visage comme perpetuum mobile, pour citer de nouveau Hans Belting. Image à l'image de rien, ces faces à la ressemblance vide sont avant tout des visages symboliques qui manifestent ce que Belting encore nommerait l'excarnation du visage. La manifestation de l'artefact par la présence des voxels exacerbe encore la proximité de ces portraits avec le masque. Leur frontalité, associée à leur étrange présence, rappelle également les énigmatiques témoins muets de l'Égypte ancienne, les portraits du Fayoum, conservés hors du vivant en recouvrant sur les tombeaux les visages absents. Comme eux, les visages portraiturés d'inconnus étrangers semblent mis à mort et cristallisent cette ressemblance cadavérique qui serait, selon Maurice Blanchot, la spécificité de l'image, en particulier dans la recherche de la ressemblance. Et le portrait exacerbe cette question de la ressemblance. Mais alors, quelle est la nature de la ressemblance à l'œuvre pour l'ensemble de ces faces modélisées et matérialisées à l'échelle du modèle absent ? Être au plus près de son sujet, n'est-ce pas là la promesse de l'ADN ? Imaginons un instant le processus grandement amélioré, avec l'assurance d'une fiabilité idéale. Les Stranger Visions pourraient alors être la représentation même de la conformité. Ça serait des visages sans vécu, de purs visages synthétiques, intacts, non usés par les accidents et les ans, et non déformés par les expressions. S'agirait-il alors de nouveaux prototypes qui présentifieraient nos caractères imprimés en profondeur dans chacune de nos cellules ? En regard de chaque prélèvement, Heather de Waghorn pourrait imprimer un type idéal, une reformulation du visage modèle au plus près du modèle absent et copie conforme de l'identité. Dès lors, la face qui porte le visage a disparu, laissant place à son prototype d'un autre genre, le modèle même de l'individu, enfin décodé. L'ADN est d'ailleurs communément appelé code du vivant. Et je serais ainsi moi-même très curieuse de rencontrer mon propre modèle, mon vrai visage enfin décrypté, la formule même de mon visage, intacte, copie conforme de mon identité, bref, la formule type de mon visage. Ces nouveaux modèles ainsi modélisés ne deviendraient-ils pas alors des moules auxquels se conformer, des masques dans lesquels imprimer sa face ? Simulation en 3D, les Stranger Visions, comme objet de substitution, évoquent le régime du simulacre et, encore une fois, en accord avec Jean Baudrillard, la mise à mort du référent ou la précession du simulacre. Très récemment, Christian Girard, dans Penser, imprimer, repenser, résumait la nature singulière de ce nouveau visage de la représentation qui serait celui de la simulation. Je cite, « La simulation a délogé la représentation sans doute une fois pour toutes. » Un peu plus loin, la production d'une réalité sans mimésis, sans intermédiaire, sans média, le simulat dans son épaisseur propre. Dès lors,
Le masque ne masque plus rien, et le visage synthétisé et virtuel a évacué son modèle et son porteur. Au-delà de la logique mimétique propre à la représentation, c'est bien le régime du simulacre qui lui succède. Évoquons alors le travail de l'artiste ici présent, Raphaël Fabre, qui a pu refaire faire sa carte d'identité avec une photographie entièrement modélisée numériquement en l'absence du modèle. Mais je n'en dirai pas plus avant son intervention de demain. Le visage devient donc un programme, à la condition que le visage se résume en un principe d'identité et d'identification. Mais quid alors du visage qui, selon Lévinas, ne saurait être compris, contenu et toujours percerait sa forme et son identité, rajoutons-nous. Le visage réduit à son identité morphologique et reconstitué à partir de caractéristiques physionomiques en un certain ordre assemblé, se mue en portrait robot ou en masque de la physionomie. Et les faces synthétisées de Heather de Waghorn pourraient ainsi évoquer des pratiques artistiques jouant du détournement du protocole du portrait robot. Leandro Berra, par exemple, qui, à partir de 2005, réalise des autoportraits robots en mettant en perspective le portrait photographique d'un sujet avec celui établi par un logiciel de portrait robot utilisé par la police scientifique à partir de la description de son visage par le sujet lui-même. Ou encore les 50 autoportraits robots de Maurizio Cattelan, le Super Nous, dessinés par ses soins à partir de 50 descriptions de ses proches confiées au préalable à la police scientifique. Quelques correspondances pourraient aussi être soulignées entre les Stranger Visions de Heather de Waghorn et les 500 masques miniatures de l'ensemble Spermini, toujours du même Maurizio Cattelan, déclinés en une palette de carnations, comme les Space Faces, offertes par les logiciels de modélisation des visages. Aujourd'hui, la création des visages numériques sur le mode du portrait robot, comme la série que nous étudions, engendre des portraits types composites, des visages moyens produits en modèle standard à partir des modèles mathématiques des systèmes algorithmiques. La pseudo-vérité du visage est ainsi créée de toutes pièces par corrélation des données. Et en accord avec David Le Poton, que nous avons mentionné également tout à l'heure, la recherche de la vérité du visage est déjà, dans sa formulation même, problématique. Et ces conclusions par corrélation produisent des stéréotypes ou encore des visages schématiques, en écho à la passionnante théorie des corps schématiques du philosophe Grégoire Chamaillou, pour lequel les nouveaux portraits seraient des profils mathématiques. Les recherches contemporaines artistiques ou scientifiques sur la traduction et la vérité du visage discrétisé et soumis à une taxinomie rappellent bien sûr la physiognomonie développée au XIXe siècle et la typologie de l'anthropométrie signalétique. Le visage est ainsi décomposé et décodé avec le criminologue Alphonse Bertillon qui, à partir de 1882, collecte des centaines de milliers de données à partir de 100 000 photographies de visages mesurés ou encore recomposé à travers les dérives du portrait composite comme à la même époque, fin 19e, les portraits types des criminels établis par le Britannique Francis Galton. Mais nous en reparlerons demain. Ces portraits types, comme nos profils contemporains, sont conjointement des présupposés outils de prédiction pour des dispositifs toujours plus présents de surveillance. Et avec ce prétendu accès au morphotype via l'analyse génétique, la prédiction de notre visage se trouverait inscrite dans chacune de nos traces. En 2012, alors qu'Heather de Waghorn souhaitait pointer du doigt les dérives et l'approximation de ces protocoles de signalisation des visages lors d'usages à venir, elle a pu être contactée par la police criminelle lors de la réouverture d'une affaire de meurtre d'une femme datée de 1993 et non résolue. Notons que l'artiste a accepté cette collaboration. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, le projet artistique critique avec une orientation initialement dystopique est devenu réalité. Et depuis quelques mois, pléthore d'articles font état de l'usage et non moins de la fascination pour ces outils. 2 généticiens français ont bien voulu répondre à mes interrogations, confirmant tous deux, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'un certain nombre d'études avaient en effet été réalisées ces dernières années, à l'égard donc de la traduction morphologique du phénotype, et plus particulièrement au niveau la traduction morphologique du phénotype et plus particulièrement au niveau du visage, avec le dépistage des origines biogéographiques, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, de la peau, l'écart entre les 2 yeux, la forme du nez et voire plus récemment la forme du visage tout entière.
Pour l'un des généticiens interrogés, cela pourrait être associé aux attentats de ces dernières années. Les deux chercheurs soulignent également que les corrélations algorithmiques produisent des probabilités, des moyennes computationnelles et ne peuvent réfléchir à un visage particulier, mais que les bases de données grossissant à vitesse exponentielle pourraient peut-être produire des résultats de plus en plus fiables. Quoi qu'il en soit, les recherches génétiques criminalistiques cristallisent aujourd'hui un intérêt particulier pour ces méthodes identificatoires à partir de l'analyse génétique et font l'objet d'énormes investissements financiers. Ainsi, malgré des restrictions et des résultats vraiment approximatifs, le protocole usité par Heather de Waagborg a déjà été déployé pour une trentaine d'enquêtes criminelles en France. Au début de cette année 2017, le projet de recherche européen VISAGE a été inauguré. VISAGE est ici l'acronyme de Visible Attributes Through Genomics, pour un consortium de 13 partenaires réunis jusqu'en 2021 pour l'étude génétique des caractères morphologiques apparents. Aux États-Unis, ces pratiques, malgré des résultats encore jugés très hypothétiques, sont déjà opérationnelles. Ainsi, depuis cette année, la police du Connecticut, par exemple, fait appel au service du laboratoire Parabon Nanolabs pour la production de portraits robots synthétisés par l'analyse de l'ADN et le recoupage algorithmique des données. La prédiction artistique de Heather de Waagborg est devenue réalité. Ce laboratoire, qui est facilement accessible en ligne, propose des snapshots, c'est-à-dire des portraits de visage à partir du matériau génétique. Cette pratique est aussi appelée FDP, Forensic DNA Phenotyping. Il existe une page Wikipédia en anglais avec un lien vers ce laboratoire. Je n'ai rien trouvé en français. Alors je dois dire qu'intriguée par la procédure, j'ai commencé à formuler une demande à Parabon Nanolabs, puis j'ai rapidement été effrayée par cette pratique. Certes, il aurait été intéressant de connaître mon origine biogéographique qui parfois pose question, mais quid des résultats du génotype qui vont avec, et que faire que l'on a, parce qu'on a le génotype avec, que l'on a par exemple X% de chances de développer telle ou telle maladie grave. J'avais nulle envie d'attiser mon angoisse naturelle, et puis formuler une telle demande présuppose bien évidemment un fichage de son ADN et l'usage de ce dernier pour le développement de la base de données de ce nouvel outil prétendu prédictif. Sur le site, on peut trouver des exemples de modélisation de ces visages ADN avec un album de comparaison qui me semble peu rassurante. Étrangement, devant des photos de suspects qui ont été arrêtés et leurs portraits robots par phénotyping, on peut lire des commentaires tels que celui-ci, donc du lieutenant Paul Beckman de Costa Mesa. J'ai traduit à peu près. La ressemblance entre le portrait composé et la photographie du suspect était troublante. Et effectivement, la ressemblance est plutôt troublante, lorsque l'on regarde ces deux portraits, donc le réel et son autre copie conforme, mis côte à côte. Je vais conclure, je ne pas dépasser mon temps. Non, c'est bon. Il y a 2 mois, c'est très récent, l'artiste Heather de Waagborg exposait dans une galerie de Chelsea lors d'une exposition personnelle intitulée A Becoming Resemblance. Elle présentait un ensemble de 30 visages imprimés en 3D en reprenant le protocole usité pour Stranger Visions. Les 30 visages sont suspendus à hauteur de regard ou de face à face. Cette foule de visages différents partage pourtant un étrange air de famille. Il s'agit d'un ensemble de portraits tirés à partir d'un même matériau génétique, celui d'une même personne décliné à partir d'une foultitude d'interprétations de l'analyse ADN en jouant avec le spectre des paramètres. L'artiste précisait qu'elle aurait aimé en produire bien davantage. Le titre de cette installation est « Probably Chelsea ». Il s'agit en effet des visages reconstitués de Chelsea Manning, anciennement Bradley Manning, militaire activiste condamné en 2013 à 35 ans de prison pour avoir envoyé des milliers d'informations classifiées à Wikileaks. Libéré par Obama il y a tout juste quelques mois, Chelsea Manning, qui est aussi célèbre pour avoir changé de sexe en prison, avait fait parvenir lors de sa captivité un peu de matériel génétique à Heather de Waagborg afin de produire l'image de son visage, puisqu'il est interdit d'exposer ou de photographier son visage en prison,
au regard de la législation carcérale militaire aux États-Unis. Le défilé de ce même visage décliné en une palette d'identités expose ainsi l'irréductibilité du visage à se produire au travers d'une formulation identificatoire. J'ai prévu une petite citation, je peux m'arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention tout à fait passionnante et le travail de cet artiste aussi qui pose question et qui a un travail critique en fait. Ah, tout à fait, oui. On le voit bien à travers sa dernière, enfin celle que tu as montrée. Oui, bien sûr, oui. Alors, y a-t-il des questions? Il n'y a pas de micro, donc il faut parler fort. Ouais, là-bas tu portes. Anne, c'est très intéressant, merci. Tu as dit à un moment donné en présentant l'artiste au début, enfin que la ressemblance n'était pas l'objectif, j'imagine, de l'artiste. C'est la question de la ressemblance qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'à la fin du parcours, on fabrique les visages, on a une personne, on a pris l'ADN, enfin on a fait le phénotyping. Et la question est de savoir comment on juge de la ressemblance avec toute cette technologie des pointes. Il est difficile d'envisager un questionnement sur la ressemblance, puisqu'on ne peut pas comparer avec le modèle qui est absent. Elle ne connaît pas le visage de ces étrangers dont elle récupère le matériau génétique. Je ne parle pas enfin, de l'artiste. D'une manière plus... Là, on est dans une production scientifique. Donc, on cherche un criminel, on a l'empreinte ADN, on fait un visage, et puis... on fait défiler les individus pour identifier la personne qui correspond. Et comment on procède? La question c'était... Par rapport au portrait robot, alors comment est-ce qu'on arrête l'idée d'une ressemblance? C'est une question esthétique plus large. Comment on juge de la ressemblance? Est-ce que ce qu'on a vu, enfin qu'il y avait des écarts, on peut dire c'est pas ressemblant. Mais à supposer que la technologie évolue, elle est de plus en plus précise, et qui et comment juge de la ressemblance d'une personne éventuellement désignée comme coupable par rapport à un portrait robot, enfin, qu'on a fabriqué ça. Ouais, cela me semble être une grande aporie, puisque pour pouvoir juger de la ressemblance, il faudrait pouvoir comparer avec un modèle arrêté. Or, le visage est tout sauf un objet arrêté. Il est un perpétuum mobile, pardon, pour reprendre Belting, et il est également envisager le visage à travers un vis-à-vis qui ne peut réifier son objet. Donc à partir du moment où le visage reste un visage et non pas un objet, à mon sens, il échappe à l'identification et donc à la copie conforme et à la ressemblance absolue. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas de ressemblance du visage. Je pense que le visage échappe à la ressemblance parce que justement il est visage. Enfin, c'est mon point de vue. Mais c'est une question intéressante à creuser. Non. Est-ce qu'on peut demander à un système de reconnaissance faciale de dire si les deux visages se ressemblent? Est-ce qu'on ne pourrait pas confier à la machine la reconnaissance de ces visages robots, d'œil machinique, d'objectif à visage objectifié aussi? En pensant c'est vrai, il faudrait le faire. Qui attirerait la machine là où on n'est pas un genre de Léo Selvaggio adapté à chacun de nous. Oui, il faudrait le faire, effectivement, mais je doute que cela fonctionne. Parce qu'au stade où on en est aujourd'hui, ça ne colle pas. Parce que finalement, le phénotype, c'est extrêmement réducteur. On va prélever quelques caractéristiques présupposées physiques avec des choses assez douteuses comme l'origine biogéographique qui fait sourd un peu, des espèces de stéréotypes raciaux, enfin quelque chose d'un peu suspect, et forcément il y a un réductionnisme immense. Est-ce qu'on dirait que si à un moment le phénotype based, cette technique arrive à faire correspondre la structure faciale qui est détectée par les systèmes de reconnaissance faciale, arrive à les faire correspondre et dans le faux visage et dans le vrai visage, est-ce que là on pourrait pas dire que est-ce qu'on pourrait imaginer que ça, ce soit une limite qui nous dise,
il y a la ressemblance est Oui, accomplie. mais encore une fois, un visage mort ou un visage arrêté ou un visage réduit à sa figure. Pour un ordinateur, pour une machine, pour des intentions que l'on sait également. Oui, allez-y. Juste poser une question. À un moment, vous avez parlé de ce visage en tant que copie d'un visage, et à un autre moment, vous disiez que quand on procède à l'impression 3D, ce serait plutôt un visage type, un visage idéal, qui n'a pas été modifié du coup par le temps, par les accidents, les cicatrices. Oui, j'ai utilisé cette expression pour essayer de qualifier Dans ce cas-là, voilà. ce concept, finalement, plus que l'objet qui en résulte, parce que les écarts sont immenses, ça ne colle pas. Et si on va jusqu'au bout de l'idée, avec des résultats idéalisés, effectivement, est-ce qu'on ne parviendrait pas à visage type parfait? Oui, copie conforme, Mais effectivement. du coup, est-ce qu'on peut considérer ça comme une copie ou comme un autre visage? Parce qu'en réalité, c'est plus notre visage, c'est un visage type, comme vous dites, qui n'a pas été modifié par ce temps. Eh bien, c'est toute la question de la nature de cet objet. Ce serait copie conforme de l'identité à partir de l'ADN. Mais est-ce que l'identité est le visage? Pour moi, ça n'a rien à voir. L'identité, c'est presque le contraire du visage. Le principe d'identification masque le visage, qui disparaît à travers son identification. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit ce matin en intervention, en citant notamment Lévinas sur la fin. Une autre question? Et c'est vrai que cette recherche de la vérité du visage, elle est problématique. C'est quoi la vérité du visage? Le vrai visage. On va peut-être écouter maintenant Rosario. Merci beaucoup.